Merci à tous pour votre présence. Je suis ravie d'être ici. Je viens effectivement... j'ai atterri... il faut que je parle plus fort peut-être. Ok. N'hésitez pas à me faire signe si j'oublie. Mais je vais faire attention à ça. Je suis arrivée du Québec. Donc je travaille actuellement à l'Université Concordia autour d'un projet dont je ne vais pas vous parler malheureusement parce que je viens de commencer tout juste là il y a 2 mois, donc c'est un peu trop tôt pour vous en parler, mais je vais vous en dire quand même 2 mots, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez bien sûr interagir là-dessus. Je suis actuellement en train de travailler sur une cartographie des récits. Moi, je suis spécialiste de la cartographie sensible, et je suis arrivée sur ce projet qui est dirigé par Sébastien Cacard au Géomédia Lab de l'Université Concordia à Montréal, qui travaille sur un corpus de récits de vie de réfugiés rwandais qui ont déposé en fait des récits de vie dans un centre d'histoire orale. Et Sébastien Cacard travaille à la cartographie de ces récits de manière très étroite avec les porteurs de récits. Et ils ont développé une application qui s'appelle Atlas Ciné, qui permet de cartographier ces récits de manière très qualitative. Et donc de montrer les parcours, ce qui se passe dans les parcours, les émotions aussi qui sont rattachées à ces parcours, à travers une application qui est en logiciel libre. Donc voilà, l'idée c'est qu'après, elle puisse être utilisable par qui veut. Et mon travail, mon objectif dans ce projet, en fait, c'est de travailler sur la cartographie sensible pour faire ce que le logiciel ne peut pas faire, c'est-à-dire aller plus... on dit en anglais deep mapping, donc c'est-à-dire aller plus loin dans la description des émotions et des lieux attachés aux émotions. Parce qu'il y a c'est une carte tout à fait classique, traditionnelle avec un OpenStreetMap, donc un fond de carte euclidien. Et ce fond de carte ne permet pas de localiser certains lieux du récit, par exemple. Et donc l'application montre une vidéo, le récit et la carte, mais il y a certains aussi moments du récit qui échappent à la carte. Et donc mon travail avec la cartographie sensible, c'est de repointer ces éléments, revenir vers les porteurs de récits et travailler avec eux à une cartographie sensible. Je vais vous montrer des exemples, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, et à travers une cartographie collaborative, puisque c'est vraiment l'enjeu du projet, de travailler à une science participative. Donc voilà, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Si ça vous intéresse, je pourrais bien sûr développer. C'est plutôt une cartographie des récits qui intègre des composantes de cartographie sensible. Mais du coup, c'est un petit peu différent de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je voulais introduire aujourd'hui par quelques enjeux en fait, que moi, je vois à travers la cartographie sensible qui me semblent intéressants, qui me semblent pertinents à pointer, et qui peuvent contribuer à faire avancer cette recherche participative notamment. La difficulté, j'en ai un petit peu parlé dans mon introduction sur ce projet de cartographie de récits de vie rwandais, la difficulté d'utiliser les cartes euclidiennes pour représenter les émotions, qui sont quand même souvent absentes des cartes géographiques, et on a un problème qui est aussi pas que d'ordre épistémologique, mais aussi technique pour représenter ces émotions. Et puisque voilà, cette mesure, et malgré tout cette vue du dessus, ne permet pas de tenir vraiment compte des perceptions, quand bien même la carte est située, elle n'est pas neutre, elle a un point de vue, elle a un auteur. Si on veut vraiment mettre l'accent sur les perceptions, voilà, il y a une limite à la fois épistémologique et technique. Donc un enjeu scientifique en fait, que ce soit pour représenter dans les émotions dans un parcours, dans une expérience de l'espace ou dans un matériau existant. C'est ce que je fais avec les récits, c'est un matériau qui finalement est préexistant. Je ne fais pas l'expérience avec les porteurs de récits de la migration. Et la difficulté du coup d'intégrer la subjectivité malgré des travaux depuis plusieurs décennies, puisque voilà, on peut pointer un exemple qui me semble important, c'est le travail de Kevin Lynch autour de l'image de la ville dans les années 60. Il y a eu des travaux depuis, les féministes, les géographes féministes y sont attelés, les études sur les ambiances, le sensible, et plus récemment, malgré tout, ça reste quand même une gageure de représenter cartographiquement ces émotions.
L'enjeu cartographique, donc, c'est finalement, il se situe au niveau de l'échelle, beaucoup. Donc, la difficile visualisation de l'espace, finalement, à hauteur humaine, la perception, voilà ce qu'on voit quand on est dans notre expérience du monde. Finalement, la carte aplatit cette expérience avec cette vue du dessus. Et il y a aussi certains lieux qui ne sont pas... donc, il y a deux choses, la projection, en fait, et l'échelle, c'est-à-dire que les cartes restent malgré tout à une échelle pas assez micro pour descendre jusqu'au lieu vécu qui pourrait être juste une portion de cette salle, par exemple, qui est voilà, moins souvent représentée dans les cartes. La question du langage cartographique qui se pose avec une sémiologie qui reste aussi un peu étroite pour exprimer le sensible. Et donc mon intuition à partir de ces enjeux, c'est que l'art et l'esthétique peut nous aider à répondre, en tout cas à certains égards, à ces questions. Et moi, j'essaie de développer, du coup, dans cet axe-là, une démarche ce que j'appelle de recherche-création, qui intègre vraiment, qui hybride, en fait, art et science. Je ne prétends pas du tout être artiste, mais au service d'une démarche scientifique et qui est vraiment dans une forme d'hybridation quand même, qui va assez loin dans cette hybridation. Alors, pour donner une petite définition commune, juste pour que vous sachiez quand même ce que je mets un peu derrière ce mot de cartographie sensible, je dirais que c'est une image simplifiée de toute ou partie d'une expérience de l'espace terrestre, en adéquation avec des proportions subjectives de l'espace tel qu'il est perçu par celui qui en fait l'expérience. Donc c'est une carte qui a pour but d'explorer l'espace tel qu'il est vécu par des personnes, en s'attachant à représenter ou à faire représenter aux personnes en question leur perception subjective des espaces à partir donc d'expériences, souvent urbaines, mais en fait ça peut concerner n'importe quel type d'expérience de l'espace. Donc ça c'est juste pour vous dire ce que j'entends quand je dis ce mot-là. Bien sûr, ce n'est pas restrictif. C'est plutôt une méthode qualitative, donc on se situe plutôt de ce côté-là. Et pour vous dire quelques mots du cadre théorique que j'essaie de construire, donc j'ai été beaucoup interpellée par les travaux de Kevin Lynch, qui portent vraiment une attention importante à l'image, à la représentation, à la visualisation. Il y a énormément de dessins, par exemple, dans son ouvrage. D'un point de vue théorique, c'est la question, en fait, de rendre compte de cette expérience de l'espace et montrer à la fois cette expérience, comment elle se manifeste, sans se départir du point de vue de celui qui en fait l'expérience. Et là, je m'appuie sur des travaux. En France, il y a eu des choses, également en Amérique du Nord. Je pense à Sébastien Cacquart, par exemple, à Sarah Medjian, Sophie Gojal, il y a aussi beaucoup de gens dans cette pièce. Mais en tout cas, cette importance finalement de ne pas se départir du point de vue de celui qui fait l'expérience rejoint une posture aussi critique. Et donc, par exemple, Sarah Medjian, c'est vraiment une posture de cartographie sensible et critique. Donc l'idée que le point de vue de l'observateur apparaît dans toute sa subjectivité et que ça apporte des informations qualitatives qui vont être nécessaires à la compréhension des espaces, qui vont y contribuer. Et les géographes féministes y ont contribué dans cette reconnaissance en fait, de la subjectivité. Je pense à Lise Bondy, à Anne Volvet. En géographie, je cite beaucoup de géographes. Je sais que cette journée est très interdisciplinaire. Donc, c'est absolument pas exclusif. Je citerai aussi sans doute d'autres références, mais c'est vrai que finalement, c'est celle que j'utilise. Une autre, c'est un petit peu les briques là que je suis en train de vous présenter, les briques théoriques. Une autre brique théorique, c'est celle de l'approche post-représentationnelle, avec cette géographie du sensible
on a, là je vous ai mis quelques références parce qu'après j'ai prévu de rentrer quand même de manière assez approfondie dans les références, donc je voulais quand même vous donner quelques pistes. Cette approche post-représentationnelle, elle critique en fait la géographie des représentations dans son incapacité à rendre compte des pratiques dans sa dimension fixiste, qui fixe les pratiques, et la difficulté à représenter le mouvement, et à représenter un monde qui est toujours en construction. Et elles sont assez utiles, ces théories post-représentationnelles, par exemple Creswell, Rossetto, Pratt, parce que finalement elles proposent plus qu'une représentation, une figuration, une mise en présence. Et une mise en présence avec l'expérience de l'espace, donc ça peut passer par, ça peut reprendre des choses qui ont déjà été développées. Le fait de développer une méthode à partir, un parcours commenté, c'est une manière de reconvoquer l'expérience dans la méthode pour réaccéder à cette expérience. Ça, il me semble que, enfin, dans ce que j'ai pu voir dans les travaux artistiques, c'est très important, cette mise en présence de l'expérience. Et deuxième chose qu'apportent, à mon sens, les théories post-représentationnelles, c'est l'importance de prendre en compte le processus plutôt que le résultat, c'est-à-dire de voir les choses en train de se faire, en mouvement, en train de se fabriquer, en construction. On retrouve la défense de ce point de vue-là sur le monde. Et je reparlerai de cette question du processus. Elle est vraiment intéressante pour penser ces figurations. La marche, enfin, un type de mobilité particulièrement utilisé dans la cartographie sensible. J'en ai beaucoup parlé pendant ma thèse. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais en tout cas, il se joue quelque chose entre la marche et la cartographie sensible qui est assez parlante, donc qui rejoint cette idée de la mise en présence, l'idée que l'expérience de l'espace est le point de départ finalement de la cartographie sensible, son expérience au sens vécu, que ça soit d'ailleurs projeté, imaginé, physique. Ça peut être aussi une expérience quand on se remémore un récit, un parcours. C'est une expérience imaginée, réimaginée à partir bien sûr de faits, de choses vécues, mais elle est reprojetée mentalement bien sûr. Elle est pas on peut bien sûr la revivre, mais voilà, il me semble que cette expérience-là, quel que soit son statut, elle peut faire un premier pas, enfin, elle fait le premier pas de construction. Donc finalement, et là je transitionne avec la deuxième partie de mon propos, après ce cadrage, le fait que ces cartes sensibles, moi j'ai pu repérer que cette expérience, elle est toujours un préalable, très souvent un préalable de la cartographie sensible, qu'elle soit donc vécue, racontée, projetée, que l'expérience précède la carte quelque part, que les deux sont connectés, que bien sûr il existe des multiples possibilités et 1000 façons de rejouer ces deux choses-là, mais c'est ce que j'avais présenté dans ma thèse, qu'à la fois l'expérience et la trace de l'expérience sont les deux outils, les deux dimensions qui sont, voilà, dont j'ai pu repérer qu'elles étaient assez fondatrices de la cartographie sensible. La question, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Alors, pour vous faire une petite description de ce schéma, et comment on va de l'expérience à la trace et jusqu'au processus, et comment ça s'imbrique. Ce schéma, je l'ai dessiné pour essayer il est assez abstrait, tout simplement de rendre l'idée. Donc, admettons qu'on fasse un parcours. Beaucoup de cartes sensibles sont faites comme ça. On fait un parcours, on restitue le parcours. Donc, on va produire une trace de ce parcours. Et en fait, ce qui revient, c'est que souvent, c'est pas un seul parcours, en fait. C'est plusieurs parcours qui vont être emboîtés, qui vont être faits successivement. Donc, on a la trace, l'expérience, et après, on retourne l'expérience, la trace, on retourne, et inversement, on retourne de l'un à l'autre. Et très souvent, ce n'est pas une carte qui est faite, mais une multiplicité de cartes. Je vais vous montrer deux exemples, notamment, qui sont assez parlants à ce niveau-là.
qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait une expérience, qu'on dessine? Quand j'en trace, c'est vraiment au sens très propre du terme. Je garde trace de ce que j'ai vécu. Ça peut être très élaboré, pas élaboré, ça peut être juste mental. Quand on a un souvenir, c'est une forme de trace. Je trouve que ce concept, il est intéressant pour éclairer la cartographie sensible parce qu'il permet d'aller vraiment dans le jus, dans la machine de la cartographie. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait une expérience, qu'on la cartographie, qu'on la refait et qu'on la recartographie? On fait des choix, on s'oriente dans un processus et on élimine aussi d'autres choix possibles. C'est pour ça que je parle des potentialités graphiques. Mais ce qui est important dans le fait de... pourquoi c'est important pour moi de dire qu'il y avait des potentialités? C'est qu'en fait, ça permet de retracer le processus, de se dire j'ai choisi une direction et pas une autre. Et ces choses imbriquées, pour moi, sont processus, pour vous donner un petit peu ce que je mets derrière ces termes. Alors, premier exemple, et là, j'ai vraiment choisi d'aller assez loin dans la présentation des exemples pour vous montrer un peu comment je les analyse, vous les soumettre aussi, avoir vos retours là-dessus, et pouvoir vraiment descendre dans cette machine cartographique. Donc la Luna, c'est un collectif de 3 femmes artistes qui se constituent en collectif avec des habitantes, très souvent, à Nantes. Elles sont des artistes plasticiennes qui travaillent depuis de nombreuses années ensemble. Elles collaborent beaucoup avec des associations et elles collaborent beaucoup, entre l'art et le travail social. Et donc, par exemple, à Nantes, elles travaillent dans les quartiers populaires de Nantes avec une association qui s'appelle Arlène qui propose des ateliers pour les femmes de couture, d'apprentissage de savoir-faire. C'est aussi un lieu d'échange, de partage, c'est un lieu pour se retrouver. Donc, on est complètement dans la dimension de notre travail social et elles investissent complètement ce dispositif-là pour travailler à la cartographie. Et je vous présente le projet La Roussa qu'elles ont fait en Tunisie avec des femmes nantaises et des femmes de la vallée de Sejnan qui sont des femmes potières pour la plupart. Et les nantaises étaient plutôt sur des fabrications de cartes, travaillaient beaucoup avec le tissu et la Luna a proposé de faire des cartes textiles. Et dans la vallée de Sejnan, c'était plutôt c'est une vallée potière en fait, donc avec des femmes potières qui fabriquent des figurines. Donc le projet croise les deux par des savoir-faire. C'est l'intérêt du travail de la Luna. Il offre la possibilité à travers donc une cartographie, vous allez voir, à la fois textile mais aussi dessinée. Il y a en fait plusieurs étapes. C'est là où je vais vous parler du processus. Quel est l'intérêt de ce travail-là, de travailler à partir de savoir-faire? Vous voyez, ce sont des cartes où il y a très très peu de texte. Ce sont des cartes très peu textuelles. Là, donc, ce sont des noms de lieux. En fait, c'est la vallée qui est cartographiée. Et à travers ces différentes étapes, à la fin, ils ont conçu une carte textile qui reprend à la fois des figurines en poterie, des broderies, et qui raconte en fait ce projet-là, ce qu'elles ont vécu ensemble. Et cette figuration non textuelle, elle est intéressante avec des personnes qui sont analphabètes ou peu alphabétisées, parce que voilà, c'est d'autres langages possibles qui évitent les rapports de domination autour du texte, du langage écrit, et qui permet une communication du coup très fluide avec ces personnes. Elles en parlent vraiment comme d'un langage, qui passe aussi par le geste et bien sûr par la parole orale. Autre intérêt qu'on peut tirer de ce travail, c'est l'importance du geste. C'est des cartes qui se font très lentement, elles passent beaucoup de temps, parce qu'elles sont longues à fabriquer. Et ce geste permet la conscientisation, coudre, broder, cette certaine lenteur dans l'activité. Moi, j'ai travaillé en fait pendant ma thèse avec la Luna sur... en fait, j'ai pas participé à ce projet, mais je les ai vus plusieurs fois, plusieurs reprises pour comprendre comment elles fonctionnaient. C'est une observation participante. Voilà, elle parle vraiment de l'importance du geste dans la cartographie, du geste dans cette fabrication de la carte,
qui dit en fait plein de choses, qui peut dire des codes culturels, mais qui dit aussi, quand elles en parlent, ce qui s'est passé, qui témoigne de ce qui s'est passé. Donc la carte ne dit pas tout ici, elle est médiation entre les personnes qui participent au projet. Et donc aussi, dimension de carte collective, la collaboration, c'est vraiment un point fort de leur travail. Et les cartes en fait ont été présentées en Tunisie, en France, dans une perspective réellement collaborative. Et ce que dit la carte là, donc elle représente la vallée de la Haroussa. Les femmes nantaises ont été à Sejnan. En fait, elle représente les lieux qu'ils ont fréquentés ensemble pendant le projet, donc cette vallée, cette route qui structure la vallée, les villages. Elle raconte aussi qu'au début, ça a été en fait assez difficile cette carte, en fait, le fait de tracer au sol la carte de l'environnement a révélé plein d'enjeux de rapport entre des femmes plus riches, plus pauvres, le rapport à l'espace, les appropriations d'espace. Ça a suscité plus que des débats, des émotions. Et donc cette carte, elle raconte aussi la construction elle raconte aussi une mise en commun à partir de réalités très différentes et les portraits des personnes. Et alors les choix sont faits avec les personnes. Hein, c'est vraiment les artistes sont plus. Elles se considèrent plus comme accompagnantes du projet qu'ayant une intervention vraiment directe. Et donc, vous voyez les portraits des personnes qui sont de tous les participants du projet. Ces cartes ont donné lieu... Alors, donc, il y a eu 3 phases, en fait. C'est là où le processus est important. Une phase dessinée au sol, c'est celle qui a suscité le plus de débats, parce que tracer, ça veut dire aussi délimiter, s'approprier, ça veut dire poser des choses. Et donc, ça crée des conflits, en fait, qui sont totalement révélateurs des pratiques de l'espace. Ensuite, une carte dessinée au mur qui a été... Voilà, celle-ci, en fait, a fait ensuite l'objet d'un consensus, en fait, d'une vraie discussion, d'une sorte de mise à plat, du coup, au mur, sur un mur à la chaux. Et ensuite, la carte textile, qui est encore plus riche de tout ça. Et on retrouve aussi des formes de surépaisseur qui sont chacune évocatrices de choses. Donc c'est vraiment une carte qui s'accompagne de récits. Quand elle montre cette carte, elle diffuse des sons, elles sont présentes. Et la carte est présentée avec les auteurs. Donc c'est non seulement les artistes, mais aussi les participantes. Et c'est bien ces 3 étapes qui mènent à la création de cette grande carte qui fait donc plusieurs mètres, on voit un petit peu sur les photographies. L'importance du processus pour construire ça, pour construire ce propos-là, qui est du coup complètement ancré dans la réalité des personnes. Par exemple, les femmes potières, c'est vraiment leur activité. Les poteries sont vendues dans le monde entier très cher, elles vivent assez pauvrement. Donc c'est aussi une manière de rendre compte de prendre l'espace de la carte comme un espace aussi d'empowerment, comme un espace d'expression en fait. Et ça, il me semble que c'est très présent dans les travaux de la Luna. Deuxième exemple, les cartes d'un artiste français qui s'appelle Mathias Poisson, qui fait de la cartographie participative aussi, mais il fait aussi beaucoup de cartes seul. Il intègre beaucoup le regard des habitants, et lui, il fait beaucoup des cartes qui sont... Enfin, il a de multiples projets, hein, donc je ne pourrais pas réduire à... Mais par exemple, celle-ci est une forme de synthèse de récits habitants. Et donc, je vais vous en montrer plusieurs et essayer de vous montrer un petit peu un autre aspect de ces cartes sensibles qui sont... Alors, je vais moins centrer sur le processus, bien qu'il soit très important, mais un autre aspect dans la construction de ces cartes, et notamment dans ce que j'appelais trace. Il me semble que son travail montre bien cette idée de trace. L'intérêt de son travail se situe, il me semble, dans le fait qu'il apporte un regard personnel sur le lieu cartographié. Donc c'est son regard
souvent très informé du regard habitant. Donc, il va vraiment partir de ça, en fait, pour cartographier les lieux, s'intéresser à ça. C'est vraiment un matériau. C'est aussi des cartes, et là, du coup, il y a certaines personnes qui participent à un atelier de cartographie sensible qu'on va faire ensemble demain. Ces cartes, elles invitent aussi à un autre rapport au lieu. Elles invitent aussi à interagir différemment avec les lieux, et c'est ça qui est intéressant. C'est toujours un peu compliqué d'en parler que à l'oral. On manque quand même une partie du travail, puisqu'il est plasticien et performeur. Il fait de la cartographie depuis les années 2000. Il a très grosse pratique de cartographie sensible. Lui, il dit d'ailleurs cartographie subjective. Cartographie sensible, je l'utilise parce que, en ayant fait mon travail de thèse, c'est le mot qui était le plus utilisé en fait par les cartographes. C'est le mot qui revient beaucoup en fait. C'est le mot qui circulait le plus pendant mes 4 ans de thèse. J'ai vraiment identifié ça. D'autres mots circulaient, les gens mettent aussi d'autres termes derrière, carte émotionnelle, carte sensation, carte subjective. Il y a plein d'autres termes qui circulent. Il me semble que celui-là, je voyais bien dans les usages qu'il marquait, il était facilement repérable. Donc, je l'ai gardé, je l'ai conservé, et puis quand j'en parle, j'essaie toujours de dire le mot qu'utilise la personne pour pas. C'est plus une catégorie générale en fait. Et donc lui, il dit plutôt carte subjective pour justement insister sur ce regard personnel sur les lieux. Mon troisième temps de tout ça, ce sera d'essayer de vous dire ce que moi j'en fais en tant que géographe et comment je pratique à partir de cet apport artistique. Il invite donc à interagir avec les lieux de manière différente. Donc il est performeur, c'est-à-dire qu'il a une formation en danse en fait, et il utilise des principes de la performance en danse pour fabriquer, je dis même, franchement le mot fabriquer n'est pas assez fort même pour lui, pour fabriquer ses expériences. En général, il ne dit pas qu'il danse, il dit qu'il marche. Il a un rapport à... En fait, la danse lui permet juste d'insister, c'est beaucoup en fait, d'insister sur son rapport au lieu, et il est beaucoup dans l'anticipation de ses expériences. Il va projeter une expérience, ensuite la pratiquer, et ensuite la tracer. Mais il ne part jamais en promenade comme ça. Il va anticiper un type de promenade. Il travaille beaucoup à partir de sensations. Donc, beaucoup de promenades les yeux fermés, ou ça peut arriver aussi pieds nus, mais il a fait tout un travail sur le son, sur la vue aussi qu'on peut avoir les yeux fermés. Il a travaillé avec des personnes aveugles, il a fabriqué des lunettes floues qui permettent en fait de reproduire à certains égards la vue d'une personne déficiente visuelle. Donc, pour des personnes qui ne sont pas déficientes visuelles, ça paraît flou. Et lui, il a vraiment utilisé ce flou comme une composante sensorielle qui révèle plein de choses, puisque dans le flou, il y a les lumières, il y a les formes, et les choses apparaissent différemment. Et le fait de porter son attention sur un seul sens, et souvent ça va avec le fait de diminuer les autres. Donc si on ferme les yeux, en fait, on se rend vite compte du coup, on utilise beaucoup plus ces autres sens, l'ouïe notamment. Du coup, ça permet en fait d'accroître la concentration sur certains sens. C'est vraiment sa manière de travailler. Et il a fait des promenades, donc ici c'est à Rennes, dans le quartier du Colombier, avec plusieurs promenades avec des habitants. Et pourquoi la synthèse? Pour proposer une promenade à partir de ces récits de promenade. Et c'est un des intérêts de son travail, c'est souvent de réunir une masse d'informations qualitatives sur les lieux pour pouvoir proposer une expérience et pouvoir la proposer à plein de personnes. Donc c'est une démarche participative un peu différente de la Luna. La Luna, c'est plutôt participer pour aller jusqu'au bout du processus, présenter avec les personnes, mais finalement, les personnes à qui la carte sont présentées sont juste invitées à écouter, mais pas à y participer. Là, c'est vraiment l'implication, elle se fait en aval de la carte, finalement. La participation se fait... ça se présente sous forme, par exemple, de manifestations artistiques où le public est invité à faire la promenade.
Autre chose intéressante dans les de travail de Mathias Poisson, c'est la combinaison des points de vue. Presque un peu... l'autre jour, Sébastien Cacard me disait cubiste. Je trouve que c'est un mot qui est assez bien adapté parce qu'en fait, on n'a pas un seul point de vue, on en a plusieurs. Du dessus, sur le côté, en dessous, parce qu'il y a les parkings aussi. Donc c'est un quartier, un urbanisme de dalles, c'est-à-dire que le quartier est vertical et donc il y a une dalle en béton qui est au-dessus du niveau du sol. Et les circulations, c'est comme un exemple type, c'est la Défense par exemple à Paris. Et donc en fait c'est un quartier où il y a beaucoup de circulation piétonne, beaucoup de problèmes aussi de circulation, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et donc lui il a cartographié un parcours qui passe, vous voyez, dans les parkings, sur la dalle, voilà, qui expérimente ces différents niveaux. Le point de départ est en bas, et en bas de la carte, vous avez le point de départ et le point d'arrivée qui sont presque au même endroit. Et cette combinaison de points de vue qui lui permet quoi? De restituer en fait le point de vue qu'il a vu pendant son expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est imprégné de l'expérience. Et chez Mathias Poisson, c'est extrêmement précis. J'ai fait cette promenade, j'ai mis 4 heures, tellement c'est précis, parce que je voulais vraiment retrouver les lieux exactement. Et en fait, je pensais vraiment me perdre avec cette carte. Alors, elle est accompagnée... C'est un très grand format, c'est un format raisin, comme ça, avec... Il y a des récits des habitants et il y a des indications en plus textuelles, en plus de... Mais je ne la montre pas, parce que sinon, en fait, c'est trop petit, on ne voit plus. En fait, c'est extrêmement informé. Si on veut faire cette promenade, c'est extrêmement informé du lieu. Ce que ça ne représente pas, c'est l'ensemble de l'espace. C'est-à-dire que c'est uniquement, en fait, là, l'espace est fondu avec le chemin. L'espace est le chemin. Et finalement, rien n'existe autour. Mais on est dans une hyper-subjectivité qui, du coup, ne montre que ça, mais qui le montre, du coup, d'une manière très approfondie. Et il imagine, avec cette combinaison de points de vue, toujours des langages expressifs, donc qui sont des formes de sémiologie. Là, vous avez une légende. Il fait très souvent des légendes pour que la carte soit lisible de l'extérieur. Et son travail fait, j'en reparlerai tout à l'heure, son travail fait référence à ceux d'un paysagiste américain des années 60, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lawrence Alprin, qui concevait des lieux à partir de l'expérience sensible. Là, c'est une des potentialités de ce genre de pratique. Ici, il y a une finalité réellement artistique qui va très loin dans une hybridation avec la connaissance du lieu. Donc, on est presque dans une hybridation. Lui ne se prétend pas du tout chercheur, mais on est vraiment dans des formes très informées des lieux, donc qui peuvent vraiment servir à la connaissance du lieu. Et à partir de ce travail, j'ai pu reconstituer des archives du quartier pour expliquer cette carte. J'ai pu aller en fait assez loin, rien qu'à partir de la carte. Et Lawrence Alprin, il concevait des lieux en partant de cette expérience. Donc il imaginait des marches dans le lieu, où il faisait des marches sur le site, il cartographiait, et il partait de cette expérience pour imaginer le futur lieu, en fait, l'aménagement. Il a fait énormément d'aménagements aux États-Unis. Sans avoir de perspective aménagiste dans le travail de Mathias Poisson, c'est juste pour vous signaler des formes de pistes que ça peut ouvrir, en fait. C'est qu'on est vraiment du point de vue du marcheur, en fait. Chez Mathias Poisson, du coup, je vais vous montrer plusieurs cartes. Celle-ci, donc, à Rennes, celle-ci à Marseille, donc il est dans le sud de la France, donc c'est une ville qu'il connaît très bien, contrairement à Rennes, où c'était une résidence. Go East est une promenade dans le centre-ville de Marseille, qui était donc les deux, ce sont des cartes qui ont été distribuées dans la première à Rennes aux habitants, et celle-ci distribuée pendant 4 jours de manifestations artistiques en espace public, et la carte était distribuée aux passants. Enfin, voilà, ça pouvait être le public qui venait pour la manifestation ou quelqu'un qui passait dans la rue qui était intéressé. Et le public partait avec cette carte en main, faire une promenade du quartier. Et donc les petits points orange que vous voyez, orange, bistre, la marron, ce sont en fait des micro-éléments qu'il a observés dans le quartier. Donc ça peut être
Ça peut être une sculpture, ça peut être un poteau qui a une allure un peu, qui est un peu reconnaissable. Des fois, c'est pas reconnaissable. Des fois, c'est éphémère. Donc, on peut voir un chien, par exemple. Des fois, c'est éphémère, mais souvent présent. Donc, il y a vraiment une grande diversité de détails. Donc, on est vraiment dans du microscopique. Et les bâtiments ne sont pas tous représentés. Et vous voyez qu'ils sont représentés de manière extrêmement schématique. Et ce que vous voyez en haut de la carte avec l'œil, c'est marqué East, en fait. Cette carte questionne l'orientation dans Marseille. On a souvent l'idée que c'est une ville qui est une ville du sud, donc que la mer est au sud. Ce qui est faux, en fait. La mer est à l'ouest. Et donc, en fait, il y a toute une question en fait, d'orientation que lui a repérée. Et en demandant aux personnes, par exemple, aux passants, ça, c'est un événement auquel j'ai participé, les gens n'étaient pas forcément capables de situer ce point d'orientation, mais surtout, ils avaient des repères bien à eux, en fait. Et cette question de l'orientation, elle est très particulière à Marseille pour plein d'autres raisons qui sont aussi politiques. Mais voilà, ils voulaient travailler sur cette orientation comme une manière de questionner, en fait, sur la perception d'espace, finalement. Voilà, donc deuxième exemple, je vous les montre tous pour que vous ayez, parce que si jamais je rallonge trop comme ça, vous aurez quand même une idée, et que vous ayez une idée, voilà, de la diversité graphique aussi de ce qui peut s'envisager. Ça, c'est une carte qui est faite dans Luberon avec Monsieur C. C'est Monsieur C qui raconte, c'est une cartographie de récit et une cartographie sensible. Monsieur C qui raconte sa vie, en fait, qui fait un récit de ces lieux, et il emmène Mathias Poisson sur ces lieux. Et Mathias Poisson les restitue, sachant qu'il avait les yeux fermés. C'est des choses qu'il a vues ou qu'il a imaginées. Il y a une petite légende en bas qui est assez précise sur l'usage des couleurs. Et enfin, dans les cartes de Mathias Poisson, il y a une extrême précision, contrairement à la Luna, où il y a plus de métaphores, il y a plus de symboles. Il y a des symboles qui ont une signification ouverte et qui est tout aussi puissante d'ailleurs dans cette dimension d'empowerment. Ici, on est vraiment dans une sémiologie assez stricte, mais qui repose sur la mémoire. C'est-à-dire que Mathias Poisson ne prend jamais de notes pendant ses parcours. C'est toujours basé sur les traces de la mémoire. Et il multiplie souvent les expériences pour travailler sur cette mémoire. Et dernière carte, des violettes et des machines, elle s'appelle celle-ci. C'est le même principe, sauf qu'on n'arrive pas au même résultat. C'est une habitante qui est biologiste et écrivaine de polar, donc il y a toute une dimension très végétale dans cette carte, qui raconte pareil sa vie. Il y a une petite extension, ça c'est des choses qui sont hors lieu, en fait, qui sont mentionnées, qui sont hors lieu, là, à gauche. Et c'est pareil, on voit des bords de route, on voit des champs, on voit presque même un cadastre, mais très souvent, on voit des choses que, d'une part, on ne voit pas dans les cartes, mais des choses qu'on voit si on est vraiment très concentré sur son expérience, qu'on voit sous les pieds. C'est vraiment l'espace qui est directement en prise, en contact. Ma lecture de ces cartes, c'est celle-ci. J'ai fait un petit... Donc c'est réduit, hein, c'est généralisé. J'ai fait pour analyser en fait ces cartes. En fait, ça fait depuis 2009 que je travaille avec Mathias Poisson. J'arrive seulement maintenant à pouvoir tirer une sorte de schéma interprétatif de son travail pour vous dire à quel point il explore beaucoup de pistes. Mais en fait, on retrouve des ingrédients permanents et c'est très en discussion. En fait, on travaille vraiment en étroite collaboration, mais pour les comprendre, il faut voir ces 4 ingrédients. L'itinéraire, l'attention, la description et la proposition. Et en fait, pour chaque carte, j'ai fait ce petit schéma avec, de manière très inductive, avec plus ou moins d'itinéraire, plus ou moins d'attention, plus ou moins de description, plus ou moins de proposition. En fait, au niveau du temps, il reste 5 minutes. Ok. Dans toutes ces cartes, il y a la présence d'un itinéraire qui est plus ou moins lisible par une personne extérieure. Dans toutes ces cartes, il y a un niveau d'attention. Donc ici, c'est extrêmement visuel
Et le récit donne beaucoup d'éléments, de textures, sur les sons, les ambiances. Ici, on se focalise aussi sur des éléments visuels. Et ici, il y a beaucoup les textures du toucher, par exemple. Ces deux cartes, elles sont beaux. En fait, les deux premières et les deux dernières sont très en regard. Les deux premières sont quasiment à l'inverse, c'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un parcours. Mais ici, on est sur une description fourmillante d'informations qualitatives sur l'espace urbain. Et dans ce cas-là, il y a une description qui est très précise, tout aussi précise, mais uniquement focalisée sur les détails micros. Et dans les deux cas, on a une dimension de, alors que je dis de proposition, si je pourrais parler de performance, proposition, c'est la carte qui propose de faire une expérience, donc ça peut être marcher les yeux fermés, ça passe vraiment par des propositions très simples à des propositions très complexes. Ça pourrait être faire 3 pas à gauche, 3 pas à droite, utiliser tel élément d'environnement. Donc les danseurs poussent ça dans d'autres directions. Ici, on reste sur des actions qui sont quand même assez ordinaires, enfin à la fois extraordinaires parce que on ne se promène pas toujours les yeux fermés dans un espace, mais en même temps avec une relative banalité pour rester dans une expérience au plus proche du vécu, finalement très vernaculaire, habitant. Et il n'y a rien de là. Voilà, c'est pas il dit souvent, c'est pas une marche qui est faite pour être regardée. Elle est faite pour qu'on en ait l'expérience. Et finalement, ces deux ingrédients, proposition et description, on les retrouve dans ces deux formats, et en même temps d'une manière, presque à l'inverse en fait. Ici, on s'attache au récit, donc il y a en plus des couches d'attention qui sont ceux de l'histoire qui est en train d'être racontée. Et dans un cas, on est dans une sémiologie très précise, et ici beaucoup plus métaphorique, avec dans le récit en fait sont mentionnés les conflits, d'où les armes qui sont à la fois la chasse, les conflits entre les habitants, qui renvoient à plein de problèmes relatifs aux appropriations rurales de l'espace. Et donc on se situe un petit peu à un autre niveau, mais pour vous montrer un peu que ces ingrédients sont toujours présents, mais toujours modulés. Et on pourrait aller très loin, là je vous balaie un portrait, je suis désolée, vraiment bien trop rapide, mais on pourrait aller très loin dans cette analyse des ingrédients de la cartographie de Mathias Poisson. Alors pour terminer, je voulais vous montrer donc comment je mets ça en œuvre en tant que géographe en fait. En partant de plusieurs exemples, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec Mathias Poisson, mais aussi d'autres artistes, des chercheurs, beaucoup en collectif, sur comment est-ce qu'on peut pratiquer cette cartographie sensible et comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose d'un point de vue scientifique. Donc ça, c'est l'exemple d'Écrire le sensible. C'était un groupe de recherche artistes-chercheurs que j'ai créé avec Aline Jolin en 2016, où on est reparti des promenades d'un dispositif qui s'appelait Promenade Blanche, donc les promenades avec les lunettes floues de Mathias Poisson, et on l'a fait avec lui. Et on est reparti de ce dispositif pour le développer de manière un peu comme un focus group finalement, où on va reprendre des choses de ça demain. Un deuxième exemple à Washington, ça c'est des productions. Pour vous dire de quoi on part quand on part, c'était une demande du séminaire de montrer des matériaux. Donc on demande par exemple en premier de dessiner juste l'itinéraire, qui apporte déjà beaucoup d'informations. Et on travaille beaucoup à partir de consignes collectives, c'est-à-dire que tout le monde a la même consigne. Là, ces deux personnes ont eu la même proposition, en fait, qui était de dessiner l'itinéraire et des éléments. C'était vraiment une première carte, donc là, c'était très général. Et puis, petit à petit, on rajoute beaucoup de couches d'attention, on rajoute des couches de proposition, de description, et on peut orienter. Si je suis capable de vous dire comment fonctionnent les cartes de Mathias maintenant, c'est que voilà, on a été à décortiquer aussi ensemble son processus, et en cherchant du coup ensemble, cette hybridité entre art et science, c'est-à-dire la création qui permet une vraie expression précise,
et les gens qui vous parleront de ces cartes vous en parleront très précisément, et en même temps que ce soit... c'est des formes de savoir exprimé. Donc voilà quelques exemples. Et quand je dis rajouter, donc ça c'est une carte de Mathias Poisson, quand je dis rajouter des couches, ça c'est une proposition qu'on avait faite, d'abord l'itinéraire, puis donc ici il y a les perceptions visuelles, le relief des bâtiments. À Washington, on a expérimenté dans le Memorial Roosevelt construit par Lawrence Alprin. Donc il avait imaginé le bâtiment à partir de parcours, et nous on a expérimenté le bâtiment à partir de parcours sensoriels. Donc vous voyez, ce sont en fait des méthodes exploratoires à partir de ce que j'ai pu tirer des travaux des artistes, puisque moi, mon positionnement, c'était vraiment centré sur cette méthode et de développer cette méthode. Donc là, au Québec, je suis en train de l'appliquer de manière plus systématique sur un projet, mais voilà, j'ai vraiment cette intention de travailler méthodologiquement uniquement avec, là c'était des terrains qui se sont présentés. Et on en est venu à faire non seulement des cartes d'expérience, mais aussi des cartes qui vont proposer des expériences. Et c'était là tout l'enjeu à Washington. En fait, on en est venu à plus parler de cartes, on est venu à parler de cartes partition. Donc la partition est beaucoup utilisée en danse pour représenter le mouvement, représenter ce qui va être dansé. Et bien sûr, comme la carte, toujours, ce qui est intéressant, c'est l'écart à ce document. Une carte partition et en fait les traces des expériences précédentes. Donc on l'a fait, ça c'est un document qu'on a présenté aux participants sur la base de parcours préparatoires qu'on a fait de repérage. On a pu proposer ce parcours aux participants grâce à ces repérages. Et eux, à partir de cette carte, à partir de ce parcours en fait, ont en fait réalisé le parcours, eux-mêmes fait des cartes. Et donc en fait, ce qu'il y a là ici, pour résumer très rapidement, c'est qu'il y a la proposition d'un protocole et qu'en le pratiquant ensemble, enfin c'est ça dont on s'est rendu compte, en le pratiquant ensemble, on arrivait en fait à du coup pouvoir comparer les cartes et pouvoir les lire ensemble, parce qu'il me semble que c'était un enjeu du langage de la cartographie sensible, sans le restreindre, mais de pouvoir, en tout cas en travaillant collectivement, pouvoir le partager. Donc ces cartes partitions dont je pourrais vous dire davantage de choses, mais cette composante en fait de la cartographie sensible que j'ai identifiée, c'est la partition, c'est cette dimension de proposition. La carte n'est pas seulement une description de l'espace, une description de l'expérience de l'espace, mais qu'elle vient proposer quelque chose. Et là, on entre en fait dans une dimension de la subjectivité que, en fait, toute carte propose quelque chose. Une carte routière propose une multiplicité de chemins. Sauf que là, il y a quelque chose de plus identifié qui permet du coup d'aller utiliser cette intention de l'auteur pour partager, donc dans ce cas-là, partager l'expérience de l'espace et du coup avec une intention qui est claire et du coup pouvoir partager d'une expérience qui a déjà été réalisée, en proposer une et pouvoir du coup retravailler sur ces intentions, sachant que si vous vous souvenez du premier schéma, on est ici, quand on fait ça, complètement dans les potentialités graphiques, c'est-à-dire les potentialités qui vont se révéler au cours du processus. Et en fait, c'est ce que nous permet la carte partition dans nos explorations. Elle nous permet de partager le processus. C'est-à-dire de dire, en fait, on avait l'intention de faire ça, il s'est passé ça, et de dessiner, de rendre visible, en fait, cette partie du processus. Et ce processus, donc, très concrètement, c'est qu'au lieu d'avoir une carte, on a une multiplicité de documents qui rendent compte de l'expérience, de son intention, de sa restitution, avec ses deux pendants. Et c'est en revenant, en fait, c'est là où c'est utile, c'est revenir sur ces documents. Ah, à ce moment-là, j'ai dessiné ça, mais en fait, après, je suis partie plutôt dans cette direction. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On vient tracer l'expérience. Du coup, je vais conclure, s'il est possible de conclure. Mais je crois qu'il y avait une dernière image.
Voilà, qu'il y a une sorte de rétroaction, de boucle de la carte à l'expérience. J'aurais pas le temps de vous parler de Montréal, c'est des cartes que j'ai faites exactement sur le même principe, mais plus pour explorer. Là, c'était une enquête sur un terrain vague, sur les pratiques d'un terrain vague de Montréal qui s'appelle le champ des possibles. L'importance du processus, ce que je voulais dire l'importance, un des apports en fait que je vois de la cartographie sensible, c'est de pouvoir tracer ce processus qu'on a du coup essayé de définir. Dans cette subjectivation cartographique, on a des opérations de sélection très fortes qui vont mettre en route cette subjectivité, donc la présence d'un locuteur, d'une personne qui s'exprime dans cette carte, qui est très forte, et ce qui nous permet d'aller en fait plus loin dans le fait de rendre compte de son expérience, ou que lui-même le fasse, ou que quelqu'un d'autre le fasse avec lui, ou pour lui, ou à côté de lui. Et ça montre aussi qu'il y a des tas d'opérations entre l'expérience et la carte, et que ces opérations, elles sont intéressantes et qu'elles nous disent beaucoup de l'expérience de l'espace. Il me semble que cette question de la subjectivité en sciences humaines, elle est à la fois, elle a déjà été parcourue et travaillée, et en même temps, elle reste encore une question à poser, à continuer. Elle reste encore aussi un champ à explorer, notamment du point de vue de la visualisation. Et il faut que je conclue, mais voilà, mon expérience canadienne commence à m'apporter déjà beaucoup là-dessus, mais sur des cultures scientifiques qui intègrent aussi plus ou moins, voilà, qu'est-ce que ça remet en question d'intégrer cette subjectivité dans nos valeurs scientifiques. En tout cas, il semble qu'il y a aussi une question culturelle qui se pose dans la manière de faire de la recherche. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. La parole est ouverte. Si vous avez des commentaires, des questions, oui, voilà. Moi, je voudrais savoir comment vous intégrez l'histoire dans le lieu. Pas simplement la perception au moment où la personne passe, enfin, peut-être des lieux qui sont touchés sur les papiers comme mémorial, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une évolution de la cartographie sur un lieu qui est possible? Est-ce que ça intéresse aux artistes, les cartographes? Ou c'est juste à un moment T que les choses se passent? Là, le concept de la trace, pour ça, il est intéressant parce que la trace, elle est dans le présent, une évocation d'une histoire passée. Mais je pensais par exemple à une histoire de résilience sur un lieu. Est-ce que ça peut être cartographié? Oui, il y a 1000 manières de le faire. Je pense que oui. La trace peut y aider parce qu'elle est comme une sorte de réémergence à la surface d'une chose passée. C'est Sibylle Kramer qui parle beaucoup de cette... c'est un peu comme un amoncellement de couches. Donc, en fait, en partant de l'expérience présente, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut partir de l'expérience présente qui témoigne, en fait, d'une histoire. Après, celui qui travaille beaucoup à partir de ça et de manière très, très archivistique, c'est Hendrik Sturm. Son nom, ça s'écrit S-T-U-R-M. Et lui, il fait vraiment des enquêtes à partir d'archives. Il repère des traces dans le présent, un mur qui a été colmaté. Franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à voir dans l'espace. À Marseille, il a travaillé sur des chewing-gums collés sur le mémorial de la déportation qui est à côté du Mucem. Et il arrivait à tirer des fils vraiment passionnants à partir de choses qui sont présentes. Voilà, encore maintenant, dont on peut en fait faire l'expérience en fait. C'est ça ce qui montre Hendrik, qu'on peut faire l'expérience actuelle de l'histoire. Est-ce que les artistes plasticiens ou même les participants qui réalisent une carte utilisent parfois de la matière qu'ils extraient du lieu, comme de la terre, un morceau de brique, voilà, pour donner un peu plus de réalité à la carte, pour s'en nourrir?
Ça, c'est une chose que j'ai pas dite sur la carte de Mathias Poisson. Sur la promenade de Monsieur C et les violettes et les machines, ce sont des encres végétales. Ça, c'est une dimension du lieu. À la fois, il y a cette... dans la manière dont c'est fait ici, je l'ai sous la main, donc... mais oui, ça se fait beaucoup. Enfin, beaucoup, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, j'ai déjà vu ça. C'est une manière pour Mathias Poisson de... La carte, en fait, il veut laisser le moins de traces possible. Il y a une notion, pas militante, mais d'engagement, voilà, un engagement assez critique par rapport à l'environnement, sans avoir une cartographie engagée directement, mais qui est quand même positionnée. Et là, par exemple, le fait d'utiliser ces encres végétales, c'est des micro-prélèvements d'une noix, par exemple, qui est par terre, d'un végétal. Et du coup, les encres, en fait, témoignent du lieu jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que la carte est complètement imprégnée du lieu jusqu'à sa matière. C'est pas toujours possible de le faire, mais il essaie beaucoup d'intégrer ça. D'ailleurs, de plus en plus, parce qu'entre les dalles, ça a été en partie colorisé à l'ordinateur, donc il y a une évolution de ce point de vue-là dans son travail. Mais ouais, merci de poser la question, c'est une dimension importante. J'avais une question, en fait, donc je savais pas qu'entre Mathias Poisson et Laurence Salprine, il y avait une espèce de filiation, du fait que Poisson s'est commandité du travail de Salprine. Quand tu parlais, j'avais vraiment l'impression d'entendre les lipides de Salprine. Dans quelle mesure tu as l'impression que les cartes de Poisson reprennent ces techniques-là de Pour moi, c'est vraiment la carte partition, mais du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que Laurence Salprine a été marié, qu'il est décédé aujourd'hui, mais il était marié à une chorégraphe que tu connais bien, qui s'appelle Anna Alprine, et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Moi, je trouve que le travail de ce couple est indissociable, dans le sens où Laurence, il travaillait plus, il avait toute une culture en fait de paysagiste, d'utilisation de cartes. Il a vraiment vu dans la partition une possibilité d'expérimenter des lieux, de les imaginer. Donc ça, c'est une idée extrêmement riche. Le fait qu'il soit en côtoiement permanent avec Anna Alprine les nourrit énormément. Je trouve que il y a quelque chose de... Et Mathias Poisson a été formé à un moment avec Anna Alprine. Donc il connaît très bien les travaux d'Anna Alprine. Comme lui, il s'intéresse depuis le début de ses travaux en fait, au paysage. Il y a une sorte de filiation évidente que lui n'a pas forcément appelée de ses voeux à sa première carte. Mais par exemple, il utilise beaucoup un ouvrage de Laurence Salprine qui s'appelle RSVP Cycle. Donc ça, il l'utilise. D'ailleurs, on a travaillé... Donc c'est un cycle, en fait, RSVP, où Laurence Salprine a dessiné une sorte de schéma. C'est dommage que je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint. Où il convoque, en fait... Il dit, voilà, les ingrédients de la partition, c'est ça. C'est les value action, alors je ne vais pas commencer par là, la score, la partition, la performance, donc le fait de faire l'expérience. Donc c'est vraiment ces mots à lui, je fais une sorte de traduction pas très aisée, un peu en live. La performance, le fait de faire la partition. Le fait ensuite, value action, c'est un mélange de value et evaluation, le fait de regarder qu'est-ce qui s'est passé, regarder en arrière. RS et resources, le fait d'utiliser le lieu, l'environnement, c'est des démarches qui sont, j'ai plus le mot, très holistiques, voilà, dans les années 60, qui mobilisent vraiment l'environnement. Et on a retravaillé ce schéma en partant, parce que du coup il intègre seulement la score, mais on a intégré la carte dedans. Et ouais, c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment une référence pour lui. Oui. On est là devant des cartes qui sont des œuvres. Donc du coup, moi tout le long quand j'ai écouté, j'avais un peu toujours la même question, sauf dans l'exposé sur la vallée, sur la méthode dans la vallée en Tunisie. Là j'ai bien vu. Mais globalement, ma question, elle porte sur, finalement, qui est ou qui sont les auteurs de ces œuvres et quel est fondamentalement le rôle de Mathias, des animatrices de l'association auprès des femmes côtières tunisiennes, etc. Est-ce que leur rôle, c'est de
d'expliquer ce qu'ils attendent du dessin, parce qu'à chaque fois on a finalement une explication très fournie dans ce que tu dis, qui est très complexe. Donc est-ce que leur rôle c'est d'expliquer en amont ce qu'ils attendent de la carte, et dans ce cas-là on est dans un processus de cadrage des subjectivités? Est-ce qu'ils offrent spontanément à dessiner des lieux avec un minimum de consignes, et dans ce cas-là on est effectivement dans un bac accompagnement des subjectivités qui s'expriment, ou est-ce qu'il est de retravailler, de faire un travail d'interprétation, d'analyse de ce qui a été dessiné de manière plus ou moins spontanée à partir de quelques trucs, et dans ce cas-là on est dans la subjectivité de l'artiste-chercheur, l'interprétation subjective par le chercheur des subjectivités qui se sont exprimées vaille que vaille en comprenant à peu près les consignes. Voilà. En fait, quelle est la posture dans ces œuvres de ces personnes? D'abord, je veux dire, je ne peux pas parler pour eux, hein, donc c'est quand même toujours retransmis à partir de moi ce que j'en connais, de ce qu'ils m'ont dit. Donc peut-être qu'ils ne répondraient pas exactement ce que je lui réponds. En tout cas, très clairement, c'est une posture artistique qui ne cherche pas à produire des informations. Ça, c'est ma lecture de chercheuse pour lire ces cartes, enfin pour montrer en fait ce qu'elles contiennent en termes de richesse d'informations. J'apporte ces informations. Et eux vont en parler, mais beaucoup oralement, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas sur le contenu de ces cartes. Souvent, ces cartes sont assez autonomes, d'où l'intérêt de faire des légendes, par exemple, pour Mathias Poisson, et d'où l'intérêt pour la Luna de présenter toujours les cartes avec les participantes, en fait, qu'elles ne soient jamais déconnectées. Très souvent, ils travaillent à partir de propositions, et ils travaillent énormément en improvisation, mais au sens où il y a une proposition qui est faite qui est claire, c'est-à-dire adaptée à la situation, voilà, qui est en phase avec le lieu. Ce que je disais, par exemple, si les personnes ne savent pas écrire, la proposition n'est pas d'écrire sur la carte, quoi. Souvent, c'est des propositions assez sommaires, en fait, pour qu'il puisse... Ça suscite une expression. Mais le but n'est pas le résultat de l'expression, plutôt de susciter l'expression. Donc il n'y a pas de contrôle en aval, vraiment, la manière dont ils en parlent, ce sont vraiment des expressions, et quand ils les montrent, ils restituent ce qui est dans la carte, mais il n'y a pas cette volonté, en fait, comme je pourrais les présenter là, comme pourrait le faire finalement un chercheur, Voilà, moi j'en tire beaucoup plus une interprétation. Moi ça c'est beaucoup plus ma posture parce que je... moi j'utilise les deux. Je peux moi dessiner des cartes pour enquêter, ce que j'ai fait à Montréal sur le terrain vague, et ensemble beaucoup avec Mathias Poisson, on travaille à partir de ces propositions que les gens en fait... Enfin, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Hein, et après, il y a une proposition de discussion, mais qui n'est jamais obligatoire. Là, dans la manière dont ça s'est passé, c'était beaucoup des démarches exploratoires. Donc, il n'y a pas d'exigence comme il pourrait y avoir dans une recherche, cette exigence de produire des informations, par exemple. Et après, pour répondre d'une autre manière... dans ma manière de travailler en tant que chercheur, j'utilise beaucoup l'improvisation, c'est-à-dire cette proposition est de composer avec ce qui s'est passé, de ne pas imaginer une méthode en fait de bout en bout, d'où l'importance, c'est ça le processus, quoi, de fabriquer avec ce qui est en train de se passer. Ce que beaucoup de chercheurs font en fait, c'est pas nouveau, beaucoup de chercheurs qui parlent de bricolage méthodologique en enquête de terrain qualitative, le fait de faire évoluer sa recherche, il y a des chercheurs qui parlent aussi de méthodes inductives, qui reviennent aux méthodes inductives. Il me semble que c'est ça, sauf qu'ici, ce qui se joue, c'est le fait de rendre visible ça, et que ça fait partie de la production de connaissances. Le fait de rendre visible qu'il y ait ces étapes, ça formalise, et donc ça rend plus clair l'intention finalement. Donc là, l'intention, dans une carte comme celle-ci qui est produite par une participante,
la proposition, ça a été dessiner votre itinéraire en noir, dessiner les éléments d'attention. Alors là, je ne sais plus. Il y avait je ne sais plus exactement pour celle-ci, mais il y avait une focalisation sensorielle. Je pense que c'était la vue pour le guide et l'ouïe pour le guider, en couleur. Voilà, uniquement ça. Et il n'y a pas d'exigence de résultat, en fait. Il n'y a pas d'attente en termes de résultat. Il y a une proposition en amont, et ça arrive qu'avec des participants, il y a des participants qui nous recontactent après, qui ont envie de poursuivre ce travail, d'autres non. Après, voilà, ça se fait souvent avec ceux qui ont envie de continuer, mais c'est une recherche participative, hein, c'est complètement ancré dans ces enjeux-là. Hein. J'aimerais bien réagir aussi sur ce qui vient de dire par Pascal, parce que c'est vrai qu'en regardant ton exposé, on se dit, bah oui, c'est de l'art. C'est bien sûr la carte, dans ces représentations, il y a un côté artistique toujours, esthétique et de représentation, mais là, ce que tu nous as montré, c'est des belles choses. Et du coup, moi je me suis demandé dans quelle mesure on pouvait se saisir en tant que chercheur qui n'est pas artiste de ces méthodes-là, dans comment on pouvait l'appliquer d'une certaine manière. Et nous, dans le projet de recherche qu'on conduit, Simon et Emmanuel Chancet-Pala et d'autres, on a essayé de faire une expérience de balade sensible, les yeux fermés. Et en fait, le rendu. Donc on avait, Emmanuel elle avait suivi une petite formation dessus, la stagiaire avec laquelle elle avait sa Mazarine n'en avait pas, et elles ont fait un rendu qui était au crayon à papier, avec plein de choses écrites dans tous les sens, et on ne savait pas comment exploiter ce rendu. Il n'était pas particulièrement beau, on avait envie de le redessiner pour le rendre plus beau, et du coup je pense que la manière dont vous conduisez ces expériences avec des gens qui n'y connaissent rien influence quand même beaucoup la tête du rendu final, où vous leur donnez, peut-être tu dis, celles qui ne savent pas écrire, on prend d'autres moyens. Mais je dirais à l'inverse, que là, les deux chercheurs qui l'ont fait savaient écrire, et elles ont mis beaucoup de textes, et elles n'avaient pas la sémiologie, ou la capacité artistique, ou les idées de couleurs, etc., pour avoir un rendu qui soit figuratif en dehors de l'écriture. Et ça posait aussi question sur qu'est-ce qu'on pouvait... la tête du rendu, d'accord. On avait envie de le refaire, et ensuite comment on pouvait l'exploiter après. Donc je pense que vraiment vous apportez beaucoup dans l'accompagnement. Je suis complètement d'accord, et je crois qu'il y a un truc qui est important du coup, qui est peut-être du coup confusant. Cet accompagnement, il n'est pas... son idée en fait, c'est de susciter l'expression. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence en termes de comment cartographier. Et très souvent, en fait, c'est une manière d'accompagner qui va inciter à une expression très personnelle. Aucune des personnes avec qui on a travaillé... Alors, dans le groupe L'écrire de sensible, il y avait des artistes, mais peu d'artistes visuels. En fait, c'est des protocoles qui ne demandent pas de compétences. Par contre, je suis d'accord que c'est une difficulté en sciences sociales, la question du dessin. En fait, on n'est pas formé à ça. À l'école, on n'apprend pas à dessiner comme on apprend à écrire. Donc, il y a un vrai écueil là-dessus, en fait. C'est-à-dire, et en même temps, c'est très parlant, donc c'est sûr que ça donne envie de l'utiliser. Nous, notre manière, en fait, de contourner ce problème-là, en fait, du savoir-faire, c'est d'identifier, dans des retours, par exemple, dans des discussions, on pointe par exemple, moi j'aime bien pointer des éléments qui sont dans ce que la personne dit et ce qui est dans le dessin, qui sont évocatrices, par exemple des endroits du dessin qu'on retrouve bien dans ce que la personne dit, mais ça passe aussi par en fait tout ce qui est dans le dessin n'est pas forcément maîtrisé. Et là il y a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire un trait où il n'y a pas d'intention. En fait, il y a toute une partie non intentionnelle qui est prise en compte. Donc, je ne sais pas, pour vous montrer un exemple, là, je pense qu'il y a plein d'endroits où la personne a fait du à peu près par rapport à son souvenir.
ben, ça n'est qu'une trace de son souvenir, c'est pas pris pour l'expérience, ça n'est pas l'expérience en tant que telle. D'où l'intérêt de toujours reconvoquer l'expérience. Il y a une part non intentionnelle dans le dessin qui est intéressante, c'est-à-dire toute la part où, en général, les gens se disent « c'est moche, j'aime pas, ça correspond pas à ce que j'ai eu envie ». Ben, en fait, nous, on l'utilise, ce qui est une méthode en art plastique, hein, je veux dire, on l'utilise en fait comme moteur. C'est-à-dire que peut-être que c'était pas intentionnel, mais par exemple, il y a sur ce trait ce trait, il est très fort, on le voit très bien. Il y a des figurés dessus, ils sont très expressifs, mais peu importe qu'ils nous disent immédiatement. En plus, là, on est en construction, on est ensemble. Peu importe qu'ils nous parlent immédiatement ou pas. Ce qui est intéressant, c'est ce dialogue entre ce que la personne... Si la carte est un frein, c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est si elle vient pousser l'expression. Mais en une carte, on ne peut pas faire ça en une carte. C'est pour ça qu'on travaille sur des temps longs. Une demi-journée, c'est très court, par exemple. Donc, par exemple, à Rezé, on a fait une école d'été c'était en 2014. On a travaillé une semaine et les résultats sont poussés parce que les personnes ont travaillé sur leur propre manière d'exprimer. Mais il n'y a pas d'imposition, en fait, d'un type de graphisme, même s'il y a une proposition. Cette proposition de ligne noire, c'est plutôt un appui, si on pourrait s'en passer. Mais c'est un appui et ça permet de comparer les cartes. Donc ça, c'est intéressant, c'est un langage commun. Tout le monde peut lire la carte, on sait que c'est un itinéraire après, on ne sait pas tout. En tout cas, il y a prise en compte, et dans le temps, dans le temps, je crois que le but du protocole, c'est pas de complexer les gens mais au contraire, que ça permette l'expression. Et voilà, surtout, il n'y a pas de jugement de la carte. La question, c'est le rapport avec l'expérience, l'écart avec l'expérience. Oui, merci pour votre présentation. Moi, je serais intéressé pour savoir si vous avez eu des expériences d'enregistrement de ce type de figuration au cours de sa réalisation, c'est-à-dire il existe des tablettes numériques qui permettent d'enregistrer des tracés et de voir l'ordre dans lequel les tracés sont établis pour avoir une dimension de comment le fait que ce discours par le dessin s'établit entre les différentes personnes, ou si un même artiste qui sert à capter les éléments à travers sa sensibilité restitue de la même manière ce que l'on croit être les mêmes choses énoncées, pour voir s'il y a une sorte de récurrence de cette restitution de sensibilité, ou si au contraire il y aurait des choses très variées qui se passent au fil des enregistrements que sont ces documents. Est-ce qu'il y a des expériences là-dessus? Donc utilisant quelque chose comme un GPS par exemple? Non, j'ai pas compris. A priori, ce sont des restitutions qui sont faites sur des surfaces où on trace le dessin. Enfin, c'est un dessin. Est-ce que soit on filme le dessin en train de se faire pour voir par où on commence, oui, etc. D'accord. Soit des tablettes numériques qui permettent encore, entre guillemets, plus enregistrer ça et de revenir sur ce que c'est. Oui, je pense que ça serait intéressant d'avoir une trace, mais après, le problème et c'est pour ça que nous on n'utilise pas de technologie, c'est que ça fait barrage en fait. C'est des dispositifs lourds de filmer, ou alors on peut filmer éventuellement avec un téléphone, mais du coup finalement le matériau est pas forcément très exploitable parce que ça va pas être des très bonnes conditions pour filmer. Donc nous on le fait pas dans le sens où ce qui nous intéresse c'est l'expérience qui s'est vécue, ce qui se dit de ce qui s'est vécu, et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut projeter après cette expérience, et l'écart entre tout ça. Mais en tout cas, tout ce qui est sur... c'est une piste vraiment intéressante de qu'est-ce qu'on dessine en premier.
ça apporterait encore une couche d'information de pouvoir le présenter comme ça. Oui, pour rebondir simplement, c'est que effectivement la question de finalement un artiste peut être entre guillemets utilisé comme médiation, et j'allais dire si on utilise le même artiste qui capte les sensibilités qu'il capte et qu'il restitue, on peut considérer qu'il étalonne un peu la chose. Si on comment dire, on a toujours Pascal, elle a parlé de cadrage de subjectivité. C'est voilà. deux mots différents. Oui, mais c'est simplement pour dire qu'après, cet artiste ou cette personne qui sert de médiation on peut faire des essais de ce que j'ai évoqué pour voir comment lui trace les choses dans d'autres registres, dans d'autres protocoles, pour qu'ensuite on connaisse un peu mieux dans sa manière de restituer ses sensibilités et que ça soit un autre éclairage de cela. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a certaines remarques qui relèvent de ce côté difficile de manipuler les subjectivités individuelles, etc. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question plutôt pragmatique sur les propositions d'aménagement. Vous avez des exemples, ce genre de cas qui ont débouché sur des propositions d'aménagement. Juste pour parler un petit peu de mon point de vue, moi je crois beaucoup à cette question d'expérience ou sensible. Et ce que j'ai vu, c'est que chez les décideurs, chez les élus, ce n'est pas des cartes ou des matériaux qui rassurent par rapport à des cartes. Moi j'ai travaillé sur les conflits éoliens par exemple. Et donc voilà, faire comprendre qu'il y a des hauts lieux affectifs et que c'est peut-être pas là qu'il faut mettre les éoliennes, mais que ces informations, parfois les décideurs avaient du mal à comprendre que ce genre d'informations-là était aussi valable qu'une carte d'enregistrement éolien 3D, extrêmement bien fait, avec des algorithmes, etc. Donc est-ce que vous avez des exemples au contraire où il y a une écoute par rapport à ça et qu'est-ce qui peut être favorisé? Je vois du lien entre les questions qui se tissent sur cette question de la subjectivité quand même, et il me semblait bien, je voulais insister sur ce point-là en conclusion. Alors, du coup, pour répondre dans l'ordre, proposition d'aménagement, il y a des exemples, mais effectivement, il y a une réticence. En fait, il y a une réticence à utiliser ces cartes, comme si elles nous disaient du faux. Voilà, donc on est bien dans la question. En fait, c'est si on analyse ces cartes en termes avec la même lecture qu'on fait d'une carte euclidienne en cherchant de l'objectivité, effectivement, on ne trouve pas sa réponse. On ne trouve pas de neutralité. C'est l'inverse, quoi, quasiment. Pas à tous les égards, ça serait exagéré de dire ça, mais quand même. Je trouve que la proposition de Lorenz Alprin est intéressante parce qu'il identifie des cheminements et clairement, en fait, le mémorial est construit comme un cheminement, ce qui est très novateur à l'époque. Il a été terminé dans les années 90, mais il a commencé à construire, élaborer dans les années 60. Et le cheminement, il y a des points, il y a vraiment toute une chorégraphie, d'ailleurs il en parle, c'est vraiment des mots qu'il utilise, toute une chorégraphie du lieu qui est assez poussée. C'est l'exemple le plus poussé que je connaisse parce que justement il a un outil qui est complètement intégré par rapport à son objectif, donc c'est logique, quoi. Il pousse son outil pour produire son résultat. De plus en plus, il y a des décideurs politiques qui s'intéressent à la marche et de décideurs ou de collectivités qui savent qu'il y a avec la marche des informations qu'on ne peut pas forcément avoir avec d'autres outils, et l'expérience de la marche peut nous révéler des choses qu'on peut modifier dans la ville, des problèmes d'accessibilité. Il y a beaucoup la mairie de Paris travaille beaucoup sur les cheminements piétons pour résoudre des problèmes de transport public, par exemple. Donc c'est un début d'intégration, mais je ne dirais pas qu'on passe par la cartographie sensible pour faire ça, mais parce que c'est des outils qui sont encore en construction, trop en construction pour que ça puisse être présenté. Enfin, si quelqu'un a des exemples, je suis vraiment preneuse de ça. Oui, et du coup, pour finir sur la question de la subjectivité, montrer une carte comme ça n'est pas satisfaisant. C'est cette série de cartes dont je parlais qui est satisfaisante, parce qu'à travers cette série,
la personne seule, et pas nous, en tant qu'accompagnateur du processus, peut restituer ce qui s'est passé pour elle dans ce processus, ce qui s'est construit. Il faut savoir que les gens, en faisant ces expériences, construisent une relation à l'environnement, construisent des parcours, des fois même ils s'approprient des lieux, éphémèrement, bien sûr. Ça, quand même, le fait que la personne qui participe soit capable de restituer le processus et que les chercheurs partent de cette matière, c'est une démarche presque inverse finalement. Est-ce que la participation, elle n'est pas là, dans justement des outils qui sont vraiment donnés dans les mains des personnes, et c'est les personnes qui peuvent se l'approprier réellement, et qu'on peut travailler à partir de ça. Parce que je fais quand je lis les cartes, je les interprète à partir de ce qu'ils en disent, en essayant d'être au plus proche de eux, la manière dont ils ont vécu le processus. Mais c'est toujours a posteriori et très en deçà. C'est vraiment eux qui construisent, en fait. Mais pour ceux qui seront là demain, vous allez le voir, je pense. Oui. Je voulais rebondir par rapport à cette question de la subjectivité. Je voulais rebondir par rapport à cette question de la subjectivité. Et vous avez partiellement répondu en disant que finalement, peut-être ce qui ressort, c'est le fait d'avoir plusieurs cartes et qu'il y a une expression au-delà de cette carte. Ma question était, est-ce que, moi, ce qui m'intéresserait, ou ce qui m'intéresse dans ça, c'est le fait que ce sont des expériences qui sont très personnelles, mais en même temps qui peuvent être communes. C'est-à-dire que chacun peut faire un type d'expérience similaire et qui peut les discuter, qui va faire commun, qui va faire que l'on partage quelque chose en tant qu'être humain, dans sa vie, dans son espace, etc. Et je ne sais pas si ça, c'est comment c'est travaillé, comment ça, voilà, comment on peut rendre ça, on peut le rendre, on peut le mettre en expression, on peut le mettre en discussion. Moi, je trouve que vous avez tout dit. Rien qu'en le rendant visible, en fait, on peut du coup le mettre en échange, en discussion, se rendre compte là où il y a des points communs ou pas. On peut aussi construire en commun le dispositif. Mais oui, en partant de cette... en fait, c'est ça, c'est que subjectivité, pour moi, n'est pas réduit au sujet, en fait. Et plus du côté de l'expression du langage, en fait. Du langage, donc, d'un échange. Alors, comme tout langage, il a des limites. Et bien sûr, il peut y avoir des barrières, des choses qui font barrière. Mais ouais, je crois que ça se joue du côté du partage des subjectivités plutôt que d'une subjectivité en elle-même, en fait. Mais du coup, vous, dans votre travail, vous êtes allé jusqu'à vous faites faire plusieurs cartes, puis après, il y a des discussions et une restitution. Oui, ouais, on fait toujours comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours une mise en... Le but, c'est l'échange, en fait. Après, les gens partagent ce qu'ils veulent, puisqu'il y a une dimension intime dans ces expériences, donc ils sont toujours libres de raconter ce qu'eux veulent en tirer, etc. Mais la mise en partage est très importante. C'est un des passages... je ne veux pas dire des objectifs, parce que tout ça est remis en... Voilà, il y a plusieurs éléments qui sont mis ensemble, mais c'est vraiment une étape importante que Lorenz Alprin appelait value action, et nous on appelle ça plus restitution. Il n'y a pas un rendu scientifique par rapport à ça? Si, c'est que là je ne vous ai pas présenté un protocole, voilà, je vous ai plus présenté. Mon objectif avec cette présentation, c'était de vous montrer ce que je voyais comme potentialité dans la cartographie sensible, mais vraiment j'en suis pas du tout au point dans mes recherches où je peux vous présenter une recherche systématique. Peut-être dans 2 ans, oui. Mais c'est un gros travail d'une dizaine d'années pour arriver à rien qu'identifier ce qu'on peut mettre derrière ce mot-là, en fait. Donc, si j'arrivais et que je vous disais, voilà ce qu'on peut faire avec les cartes sensibles, voilà comment on les utilise. Oui, on peut faire ça, bien sûr, mais je dirais que là, j'ai cet intérêt à montrer que c'est pas un objet en soi, c'est construit. Et vous montrer aussi la manière dont je construisais pour échanger avec d'autres et voir comment d'autres le construisent et construire aussi ensemble. Voilà.